San Diego, deuxième ville de Californie. Sa baie constitue l'un des plus beaux ports naturels du monde et abrite l'une des plus grandes bases navales du pays. En 1994, des employés de la San Diego Fibers Corporation sont en train de trier des cartons dans un conteneur de recyclage. Lorsqu'ils font une découverte macabre. 2 mains d'hommes. J'ai trouvé ça un peu étrange au début. On ne découvre pas tous les jours 2 mains humaines dans une poubelle. Nous avons recueilli les preuves comme s'il s'agissait d'un homicide ordinaire avec un corps entier. Or, nous disposions seulement des mains. Les radios révèlent une dégénérescence des articulations, ce qui indique qu'il s'agit d'une personne de plus de 60 ans. La taille des doigts et des articulations démontre qu'elles appartiennent à un homme. La main droite possède une marque distinctive. Le pouce est dépourvu d'ongles. Les enquêteurs contactent les morgues et les hôpitaux locaux à la recherche du corps d'un vieil homme sans main. De l'autre côté de la ville, Mary Mead et Terry Holland commencent à s'inquiéter. Elles n'ont pas eu de nouvelles de leur père, Don Hardin, depuis plus d'une semaine. J'ai contacté toutes les personnes qu'ils connaissaient pour leur demander s'ils l'avaient vu ou s'ils avaient reçu de ces nouvelles. Mais non, rien. J'ai commencé vraiment à m'inquiéter car je n'avais aucune idée de l'endroit où il pouvait être. C'est très difficile à expliquer. On ressent d'abord de la peur, puis de la colère, et finalement de l'inquiétude. La police fait immédiatement le rapprochement en apprenant que le pouce droit de Don Hardin est dépourvu d'ongles. Une comparaison d'empreintes confirme qu'il s'agit effectivement des mains de Don Hardin, un retraité de 74 ans, ancien pilote de la marine. L'assassin a-t-il tranché les mains de la victime dans le but de rendre sa dépouille inidentifiable? Mais pourquoi dans ce cas les a-t-il abandonnés dans un endroit accessible à tous? A-t-il été surpris en accomplissant sa macabre besogne? Ou espérait-il naïvement que les enquêteurs seraient incapables d'en tirer des indices? L'analyse radiographique révèle qu'elles appartenaient à un homme âgé de plus de 60 ans, et quelques jours plus tard, Mary Mead et Terry Holland signalent la disparition inexpliquée de leur père. Pour faciliter les recherches, elles indiquent que le pouce de sa main droite était dépourvu d'ongles. Fort de ces informations, les experts de la police scientifique procèdent à une comparaison d'empreintes digitales. Ils en déduisent rapidement que les mains coupées appartenaient à Don Hardin, le père des 2 femmes, un retraité de 74 ans, ancien pilote de la marine. Ce fut un choc. J'avais l'impression de me retrouver dans un de ces feuilletons policiers au rabais. Ça n'arrive que dans les films. Nous étions complètement bouleversés. Les enquêteurs se rendent au domicile de Don Hardin. Il a visiblement été cambriolé. La télévision, le magnétoscope, le micro-ondes ont disparu, de même que son pick-up. Le programme de télévision est ouvert à la page du 28 mars. Il s'agit probablement du dernier jour qu'il passa chez lui. Les inspecteurs découvrent de petites gouttes de sang dans la cuisine. Les sols de la salle de bain et de la cuisine semblent avoir été nettoyés avec des détergents et de l'eau de javel. Nous ne voulions pas croire que notre père était mort. Il avait peut-être été cambriolé, il avait peut-être seulement disparu. On ne perd jamais espoir, jamais. Don Hardin est veuf. Il a déménagé à San Diego quelques années auparavant pour se rapprocher de ses filles. Ses voisins le qualifient d'homme grincheux et difficile à vivre, mais ses filles se souviennent de lui comme d'un père aimant. Chaque fois que l'on se parlait au téléphone, je lui disais « Je t'aime, papa » avant de raccrocher. Et il me disait « Je t'aime aussi, gamine. C'est l'un de mes souvenirs les plus chers. » Monsieur Hardin aide souvent les plus défavorisés.
Il emploie des sans-abri pour effectuer de menus travaux chez lui et les héberge souvent dans le camping-car garé dans son jardin. Nous étions rassurés car quelqu'un pouvait immédiatement s'occuper de lui en cas d'urgence. Il n'était pas seul. Je me disais que c'était vraiment bien, car quelqu'un gardait un œil sur lui tout en lui tenant compagnie et en l'aidant. Il avait ainsi quelqu'un avec qui parler, c'était super. La police est à la recherche des objets qui ont été volés à M. Hardin. Nous avons retrouvé quelques affaires, son portefeuille, son permis de conduire et des médailles militaires. Nous avons exploité cette piste en espérant qu'elle nous mènerait jusqu'à notre suspect. Cependant, elle n'a pas abouti. Les objets ont été retrouvés dans une poubelle. Il était donc difficile de remonter jusqu'à un suspect potentiel. Les enquêteurs ignorent où se trouve le reste du corps de Don Hardin. La fouille de la maison indique qu'il a été cambriolé et agressé. La cuisine, des traces laissées par une substance poudreuse blanche qui avait été mal rincée. Quelqu'un avait vraisemblablement utilisé du détergent pour laver le sol. Nous avons remarqué du sang. Des gouttes de sang qui partaient de la cuisine traversaient le salon pour finir dans la salle de bain. Les enquêteurs repèrent une tache de sang derrière le panier à linge et des tissus humains dans la grille d'aération. Différencier les taches de sang de taches provenant d'autres substances, spécifier sang humain et sang animal, reconstituer le mode opératoire d'un assassin en étudiant la forme et la trajectoire des projections sanguines sont des techniques éprouvées puisqu'elles remontent au milieu du XXe siècle. Par ailleurs, des produits pulvérisés dans l'obscurité sur les scènes de crime permettent aux enquêteurs de révéler d'infimes traces de sang, même si les surfaces ont été nettoyées à grande eau à l'aide de détergents. Grâce au luminol, on peut déterminer s'il y a du sang sur les lieux du crime. Ce produit n'altère pas la composition du sang et n'endommage donc pas les preuves. Il nous permet d'essayer de reconstituer les faits. Cependant, on peut seulement supposer sans avoir de certitude absolue. On éteint les lumières après avoir vaporisé le luminol. Un appareil photo doté d'une pellicule de haute sensibilité photographie le résultat. Je n'avais jamais vu auparavant une luminescence de luminol d'une telle ampleur et d'une telle intensité. Le sol de la cuisine est recouvert de sang. Les inspecteurs trouvent aussi une traînée de sang partant de la cuisine en direction de la salle de bain, également recouverte de sang. Des tests ADN confirment qu'il s'agit du sang de Don Hardin. Au vu de la quantité de sang retrouvé, les médecins légistes concluent que Don Hardin n'a pas pu survivre à de telles blessures. Je suis allée m'asseoir sur le canapé. L'inspecteur m'a dit « Tout porte à croire que votre père a été tué dans la cuisine, puis démembré dans la salle de bain. Il est mort et nous en avons la preuve. » Je n'ai pas réalisé immédiatement. Au début, je n'y croyais pas. Puis deux questions se sont posées. Pourquoi et comment est-ce arrivé? Hardin menait une vie paisible, tout comme les autres retraités de la marine de San Diego. Qui avait donc voulu sa mort? Qui en était venu à de telles extrémités pour dissimuler le meurtre? Le jour précédant sa disparition, des voisins affirment l'avoir vu en compagnie d'un des sans-abri qu'il hébergeait dans le camping-car de son jardin. Son nom est Dale Whitmer, un SDF de 41 ans. Son casier judiciaire indique qu'il a déjà été arrêté pour vagabondage et ivresse publique. Mais il n'a aucun antécédent de violence. Whitmer affirme ne pas savoir où se trouve Don Hardin. Il ne l'aurait pas vu depuis qu'il lui a emprunté son pick-up. Il dit qu'il travaille sporadiquement pour Don Hardin depuis des années et le considère presque comme son père.
Amis et voisins démentent cependant ses propos. Dale avait confié à des voisins qu'il supportait de moins en moins le vieil homme, qu'il allait bientôt craquer. Il en avait assez que ce dernier se moque de lui, l'insulte et le rabaisse. Prenez tout votre temps. Lors de l'interrogatoire, les enquêteurs montrent à Whitmer une photographie des mains sectionnées. Ce sont les mains de Don Hardin. Nous lui avons demandé comment il pouvait le savoir. Selon lui, il avait souvent vu les mains de Don Hardin au fil des ans et les avait simplement reconnues. Whitmer refuse cependant d'en dire plus. La police lui demande de passer au détecteur de mensonges, mais il refuse de nouveau. Les empreintes de Whitmer sont retrouvées dans la maison de Don Hardin. Mais étant donné qu'il travaillait occasionnellement pour lui, cela n'est nullement suspect. Whitmer était très nonchalant. Il avait pratiquement réponse à tout. Il nous a dit qu'il ne savait pas où se trouvait Don Hardin. Ce dernier l'employait de temps en temps et le laissait conduire son pick-up. Il lui aurait également demandé de prendre certains objets de sa maison et de les donner à des personnes démunies. Un an après la disparition de Don Hardin, la police a une nouvelle piste. Elle vient de recevoir une lettre anonyme donnant des détails du meurtre de Don Hardin. En lisant cette lettre, j'ai immédiatement su que la personne qui l'avait écrite ou qui avait fourni les éléments pour l'écrire détenait des informations sur le meurtre. Seul un suspect pouvait connaître autant de détails. J'étais très optimiste. L'auteur de la lettre affirme que son ami Bob connaît l'identité de l'assassin de Don Hardin. Dale est le meurtrier. Dale détestait M. Hardin, car il le battait avec sa canne s'il ne travaillait pas assez. Dale est accro à l'héroïne. Avant sa mort, M. Hardin l'a hébergé pendant 1 an environ. Il a placé le corps dans la baignoire pour le démembrer. Il a mis les morceaux dans des sacs poubelles et les a enterrés un peu partout dans le comté et au Mexique. La police n'a jamais informé la presse du démembrement de M. Hardin dans sa baignoire. La lettre insiste bien sur le fait que Bob ne viendra jamais témoigner contre Dale Whitmer. Je lui ai demandé de vous contacter directement, mais il ne s'en sentait pas capable. Il est persuadé que Dale saura qui a averti la police, et alors il le fera taire ou lui fera du mal. Il semble évident que l'auteur de la lettre souhaite aider la police, mais qu'il refuse d'être impliqué dans l'affaire. Bonne chance, monsieur l'inspecteur. Le bureau de médecine légale de la police de San Diego analyse la lettre et vérifie le cachet de la poste à la recherche d'un indice quant à son origine. Aucun timbre ne figure sur la lettre. Elle porte cependant la marque d'une machine à affranchir, semblable à celle qu'utilisent les entreprises. Chaque machine à affranchir imprime un numéro sur l'enveloppe. Il s'agit du numéro de série de la machine. Cependant, l'auteur de la lettre a recouvert ce numéro avec du correcteur blanc afin d'en dissimuler l'origine. Nous analysons les lettres à la recherche de preuves cachées, latentes ou, comme dans cette affaire, effacées. Nous trouvons souvent un élément nous permettant de remonter à leur source, mais ce n'est pas toujours le cas. La lettre anonyme envoyée à la police contient une information capitale. Elle signale en effet que le cadavre de Don Hardin a été démembré dans sa baignoire. Or, seule la police et les filles de la victime connaissent ce détail macabre. Celui que l'auteur de la lettre appelle Bob est donc un informateur digne de foi. A-t-il été témoin du crime ou est-il complice du meurtrier?
Pour parvenir à l'identifier, les enquêteurs doivent localiser rapidement le lieu d'expédition de la lettre. Mais par crainte des représailles, le scripteur a pris soin de maquiller le numéro d'identification de la machine à timbrer qu'il a utilisée. Sachant qu'il est souvent possible de déceler ce que dissimule une encre ou un correcteur, les experts utilisent un analyseur de spectre optique. Cet appareil permet de soumettre un document à différentes sources lumineuses dans l'espoir de mettre à jour les secrets enfouis dans les couches profondes du papier. Les premières tentatives afin de déchiffrer le numéro de série échouent. Hugh Kaufman, qui est aux commandes de l'analyseur, décide alors d'ouvrir complètement l'enveloppe afin de l'analyser de l'intérieur. À l'aide d'une lumière vert-bleu, il parvient à voir le numéro dissimulé par le correcteur. L'image était assez nette. L'inspecteur Lange a regardé le numéro et m'a dit « On a réussi ». Le numéro de la machine à affranchir est 5197451. Les initiales PB figurant sur le cachet révèlent le nom du fabricant, Pitney Bowes. Le numéro de série indique le nom et l'adresse complète de l'entreprise qui a acheté cette machine. Elle appartient à Davis Capital Management, une société localisée à La Mesa, en Californie. Le directeur de la société est Mark Davis, également évêque d'une église mormone. Interrogé par la police, Davis avoue être l'auteur de la lettre anonyme. C'est un membre de son église qui lui aurait tout confié. Davis refuse néanmoins de leur révéler l'identité de cette personne, évoquant le principe de confidentialité que lui impose sa fonction. Il est poursuivi en justice et le juge statue en défaveur de Davis. Ce principe de confidentialité n'est pas absolu, car toutes les conversations avec un ecclésiastique ne sont pas protégées. Selon le juge, il y avait une excellente raison de ne pas retenir ce privilège dans cette affaire. La Cour déclare que cette information aurait certainement pu entrer dans le cadre de ce principe de confidentialité si Davis n'avait pas écrit de lettre à la police enfreignant de lui-même ce principe. Mark Davis se plie à la décision de la Cour et révèle l'identité de sa source. Bob n'est autre que la propre fille de Dale Whitmer, Andrea. C'était un témoin très délicat, difficile et sensible, car elle aimait son père, même s'il avait assassiné Don Hardin. Ce n'est évidemment pas surprenant. Elle ne s'attendait pas à ce que police remonte jusqu'à elle et la cite à comparaître. Dale Whitmer est arrêté et inculpé de meurtre. Déclinez votre identité. Dale Calvin Whitmer. Le 15 septembre 1997, Dale Whitmer est jugé pour le meurtre de Don Hardin. Il plaide non coupable. Sa fille, Andrea, témoin clé cité contre lui, se trouve dans une situation délicate. Andrea Whitmer, la fille de l'inculpé, est une fervente chrétienne, membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, autrement dit, de la communauté mormone. Ses convictions religieuses lui interdisent de dissimuler la vérité et de mentir devant un tribunal. Mais, en révélant à un juge son terrible secret, elle trahirait son père et l'enverrait de longues années derrière les barreaux. Comme l'héroïne d'une tragédie antique, la jeune femme est face à un dilemme insupportable, tiraillée entre sa foi religieuse et son amour filial. Que va-t-elle choisir? Andrea décide de dire la vérité et confirme tous les faits décrits par Mark Davis dans sa lettre. D'après la lettre, Dale Whitmer est un héroïnomane, désespérément en manque d'argent, au second degré. Les filles de Don Hardin demandent la permission de s'adresser à la cour avant que la sentence ne soit prononcée. C'est une épreuve terrible pour elles. Je n'y arriverai pas. Je vais la lire pour vous.
Il a failli ne pas être puni pour la mort atroce de mon père. J'espère qu'il restera en prison et ne pourra pas faire souffrir une autre famille. Cette épreuve m'a redonné confiance dans le système judiciaire américain. C'est une épreuve terrible que de perdre son père. Il nous manque énormément. J'ai souvent envie de lui passer un coup de fil. Un meurtre des plus abominables. Dale Whitmer est condamné à une peine d'emprisonnement de 15 ans. Sans le luminol et la lettre, nous n'aurions pas pu l'inculper. On n'aurait jamais résolu l'affaire. On aurait peut-être réussi à trouver l'identité du tueur, mais on n'aurait jamais pu prouver sa culpabilité. Les mains étaient certes un élément important, mais grâce à la médecine légale, la scène du crime a été analysée et nous avons retrouvé toutes ces taches de sang. Et bien entendu, l'enveloppe a également joué un rôle fondamental dans la résolution de cette affaire. J'espère que la médecine légale et l'ensemble des technologies qu'elle utilise décourageront quiconque envisagerait de commettre un crime, quel qu'il soit. Les experts disposent d'outils tellement sophistiqués que ces personnes seront certainement appréhendées. Cela devrait les dissuader. Après le procès, les mains de Don Hardin sont incinérées. La marine américaine disperse ses cendres en mer au large des côtes californiennes. Une fois le procès terminé, nous étions soulagés. Nous pouvions tourner la page. Papa a eu une cérémonie très digne en mer. C'est terminé. Telles étaient ses dernières volontés. Nous les avons donc exaucées. En 2006, au terme de 12 ans de réclusion, Dale Whitmer, le meurtrier de Don Hardin, dépose auprès de la Cour de justice de Californie une requête de libération conditionnelle. Il invoque son innocence et argue de vices de procédure au cours de son procès. Sa demande ayant été rejetée, il récidive l'année suivante, sans plus de succès. Pour justifier la décision de le maintenir en détention, le juge avance un certain nombre d'arguments. Bien connu des services de police depuis 1984, Dale Whitmer commit des sévices à l'encontre de ses enfants, alors âgés de 6 et 9 ans. 7 ans plus tard, il a gravement molesté sa fille en la frappant et en lui rasant le crâne, contre sa volonté bien sûr. S'il recouvre la liberté, ne mettra-t-il pas à nouveau la vie d'Andrea en danger, puisqu'il n'ignore pas que c'est sa fille qui l'a dénoncé? Ensuite, le refus de Whitmer de suivre un programme de réinsertion en prison prouve son absence de repentir et suggère qu'il pourrait récidiver. Enfin, le juge avance un dernier argument. La nature monstrueuse du crime témoigne d'une cruauté hors du commun. Libérer Whitmer représenterait un risque trop élevé pour la société. Nous nous retrouvons dans un instant pour une seconde affaire.